de la problématique de l'organisation de son patrimoine dans le cadre d'une expatriation au Portugal. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un rappel rapide sur ce qu'est le régime de faveur des résidents non habituels, qui est le régime avantageux fiscalement pour quelqu'un qui s'expatrie au Portugal et qui n'a pas été résident portugais au cours des 10 dernières années, de faire un petit zoom sur les aspects civils et fiscaux à prendre en compte dans le cadre d'un projet d'expatriation, et du coup de parler des conséquences à tirer de tout ça en termes d'organisation patrimoniale. Donc, la raison pour laquelle de nombreuses personnes s'expatrient au Portugal, c'est qu'il y a des régimes fiscaux de faveur, le principal étant ce qu'on appelle le régime RNH, résident non habituel. Donc, c'est un régime dont peuvent bénéficier les personnes qui s'expatrient au Portugal, qui viennent résider de manière effective au Portugal. Donc, résider de manière effective au Portugal, ça veut dire soit y passer plus de 6 mois, soit y avoir sa résidence habituelle, c'est-à-dire celle dans laquelle on passe le plus de temps, où est établi son foyer, etc. Et il faut ne pas avoir été résident au Portugal au cours des 5 années précédant votre expatriation. Ce statut RNH, ce n'est pas un statut qu'on a de droit, c'est un statut qu'il faut demander, et il faut en faire la demande auprès de l'administration fiscale portugaise au plus tard le 31 décembre qui suit l'année d'arrivée. Donc, on va voir, c'est un statut qui offre un certain nombre d'avantages, et c'est un statut dont vous allez pouvoir bénéficier pendant 10 ans. C'est 10 ans non renouvelables, donc il ne faut pas oublier que si on reste au Portugal 10 ans avec ses avantages fiscaux, à l'issue de cette période, on retombe dans le régime normal de fiscalité portugaise, qui n'est pas forcément plus avantageux que le régime français. Et par contre, ces 10 ans continuent, donc si Enfin, on ne perd pas les bénéfices de ce régime. Si vous allez au Portugal 3 ans, vous repartez 2 ans en France et vous revenez. Ça ne prolonge pas les 10 ans, mais ça n'interrompt pas non plus le bénéfice de ces avantages. Enfin, ce qu'il faut avoir en tête quand on est dans le cadre de ce régime RNH, c'est que même si on a un certain nombre de revenus exonérés au Portugal, ça ne dispense pas de faire ces déclarations de revenus au Portugal. On doit quand même faire ces déclarations, même s'il y a des exonérations associées. Alors, ce régime de faveur, qu'est-ce qu'il offre? Principalement, ce qu'il offre, c'est une exonération d'impôts au Portugal sur les revenus de sources étrangères. C'est-à-dire, vous êtes au Portugal, pour tous vos revenus de source portugais, il y a une fiscalité. Par contre, si vous percevez des revenus de France, d'Espagne ou d'ailleurs, il va y avoir une imposition dans le pays source du revenu, mais il n'y aura pas de fiscalité complémentaire au Portugal. Donc, typiquement, ça va être très intéressant pour les personnes qui touchent des intérêts ou des dividendes depuis la France, parce que ces dividendes, en France, ils sont fiscalisés à la flat tax de 30%. Dès lors qu'on devient résident portugais dans le cadre du régime RNH, il y a un prélèvement à la source en France de 12,8%, mais il n'y a aucun impôt supplémentaire au Portugal. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui ont une holding patrimoniale en France et qui se versent des dividendes, la fiscalité sur ces dividendes va passer de 30 à 12,8%. De même, pour les intérêts qu'on pourrait percevoir de placements français, la fiscalité est quasiment divisée par 2. Donc voilà le principe, une fiscalité dans le pays source qui est souvent, comme vous êtes non-résident, inférieure à la fiscalité ou si vous étiez résident directement dans le pays source, et pas d'impôt au Portugal. Il y a une limite à ça, c'est les retraites. Donc, depuis quelques années, il y a beaucoup de retraités qui partent au Portugal pour améliorer leur qualité de vie en se disant qu'il va y avoir des avantages fiscaux, etc. Donc, les retraites de source française sont imposées au Portugal, mais au taux seulement de 10%. Donc, ce taux de 10%, ça veut dire que c'est intéressant pour ceux qui ont des grosses retraites. Pour ceux qui ont des petites retraites, ce n'est pas forcément plus intéressant que la France en moyenne. L'autre chose dont peuvent bénéficier les résidents non habituels, c'est un plafond d'imposition au Portugal sur les revenus de source portugaise. Donc, si vous partez au Portugal, vous poursuivez une activité salariée au Portugal, ou vous êtes indépendant au Portugal, sous réserve d'exercer certains types d'activités à valeur ajoutée, donc c'est les médecins, les ingénieurs, les professeurs d'université, vous allez avoir un impôt sur le revenu qui va être plafonné à 20% pendant 10 ans.
Et donc, c'est avantageux parce que le barème de l'impôt sur le revenu au Portugal est beaucoup plus pénalisant que le barème français. On monte beaucoup plus vite dans les tranches. Et donc, ce taux de 20% plafond sur les revenus de source portugaise pour certaines activités est avantageux. Donc, quand on est au Portugal et qu'on exerce une activité autre que ces activités à haute valeur ajoutée, il y a une liste qui est quand même très, très large. Du coup, vous êtes imposé au barème classique de l'impôt sur le revenu. Et c'est ce que je vous disais, je vous ai mis à gauche le barème de l'impôt sur le revenu portugais. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il est pire que le barème français, puisque au Portugal, dès lors que vous avez un revenu annuel de 36 000 euros, à partir de 36 800 euros de revenu annuel pour une personne, vous êtes imposé à 45%. Alors qu'en France, pour atteindre la tranche à 45%, il faut déjà gagner 160 000 euros. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que quand vous êtes résident non habituel, certes, vous allez avoir un certain nombre d'avantages pendant 10 ans, mais à l'issue de ces 10 ans, on retombe à ce barème d'imposition. Donc, même pour les retraités qui partent au Portugal et qui vont être imposés à un taux de 10% pendant 10 ans, donc ce qui est plutôt avantageux si les retraites sont assez importantes, après 10 ans, les retraites, elles seront imposées à ce barème-là. Donc, en résumé, ce régime de résident non habituel, il offre des avantages pour les retraités qui ont des retraites qui ne sont pas au ras des pâquerettes de la retraite. Donc, pour les retraités qui ont eu des petits salaires toute leur vie et qui ont des petites retraites, ils vont être peut-être même plus fiscalisés au Portugal qu'en France. Pour les retraités qui ont des montants de retraite moyens ou élevés, c'est avantageux. Pour tout ce qui est salaire, c'est le même principe. Pour ceux qui ont des revenus faibles, ça ne va pas forcément être plus avantageux, mais pour ceux qui ont des revenus élevés, ça va être plus avantageux. Si jamais vous avez un salaire en France ou des revenus en France, vous vous expatriez au Portugal et vous conservez votre activité en France, vos revenus continuent d'être imposés en France à un taux normal, mais avec un système qui est encore plus pénalisant du point de vue du prélèvement à la source. Pour tout ce qui est des revenus fonciers de sources étrangères, le fait de s'expatrier, ça va être de toute façon plus favorable, parce que les revenus fonciers des biens que vous avez en France, ils vont être taxés à 27 ou 37% selon les montants de revenus que vous percevez, ce qui est bien plus avantageux que quand on est résident fiscal français. Pour ce qui est de la plus-value immobilière, si vous partez au Portugal, vous cédez des biens situés en France, c'est aussi plus intéressant. Pour ce qui est des dividendes ou des intérêts de placement à l'étranger, hors du Portugal, que vous pouvez percevoir au Portugal, c'est hyper intéressant, comme je disais, parce que vous allez avoir une imposition dans le pays source, mais pas au Portugal. Donc, généralement, en tout cas, en ce qui concerne la France, ça permet de diviser par deux la fiscalité de ses revenus. Il n'y a aucune incidence sur les plus-values. Donc, parfois, il y a des gens qui ont des entreprises qui se disent, qui sont dans la réflexion d'éviter l'impôt sur la plus-value lors de la cession de leurs entreprises. De toute façon, l'impôt sur la plus-value n'est pas concerné par ce régime de faveur. Donc, et le taux d'imposition de la plus-value au Portugal est de 28%, alors qu'en France, c'est de 30%. Donc, finalement, il n'y a pas tellement de différence sur cet aspect. Par contre, en France, il y a tout un tas de dispositifs qui font de la France quasiment un paradis fiscal en matière de cession d'entreprise. Si on veut la transmettre, il y a le pacte du Treuil. Si on veut la céder, il y a des mécanismes d'apport-cession. Donc voilà, pas d'intérêt à s'expatrier par rapport à la plus-value. Au Portugal, il y a une fiscalité très légère sur tout ce qui est cession de crypto-monnaies, dès lors qu'on n'est pas un investisseur professionnel. Et enfin, il y a des avantages sur l'assurance vie. Par rapport aux questions qui ont pu être posées sur l'IFI, par exemple, donc il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière au Portugal. Par contre, quand vous partez au Portugal, on reste imposable à l'IFI sur tous les biens qu'on détient en France. Donc ça, c'est à savoir. On n'échappe pas à l'impôt sur la fortune immobilière sur le patrimoine qu'on détient en France. Et certes, il n'y a pas d'impôt sur la fortune au Portugal. Par contre, ils ont un espèce d'impôt foncier qui s'appelle l'AIMI et qui est également un impôt qui est assis sur la valeur du bien et qui, en termes de pourcentage, va être du même ordre que l'IFI, voire parfois un petit peu plus lourd. Donc, ce n'est pas un impôt sur la fortune, c'est un impôt foncier, mais c'est le même principe, c'est un impôt sur la valeur des biens immobiliers détenus.
Enfin, en matière de succession, là, comme ça a été dit en introduction, au Portugal, il n'y a pas de droit de succession en ligne directe. Il y a un droit de timbre très très faible. Quand on veut transmettre à des hors ligne directe, donc à des amis, c'est assez faible, c'est de l'ordre de 10%. Mais on ne bénéficie pas toujours de cette exonération de droit de succession si on a des héritiers en France, si on a des biens en France, etc. Donc le régime de faveur, en résumé, c'est très intéressant pour ceux qui partent au Portugal pour faire une activité à valeur ajoutée, qui vont avoir un plafond de leur imposition à 20%. Pour ceux qui perçoivent des dividendes, des intérêts en provenance de France. Et par contre, il faut faire attention parce qu'après 10 ans, il faut avoir en tête qu'on retombe dans un régime plus classique et que la fiscalité au Portugal n'est pas forcément plus favorable, en tout cas sur le revenu, qu'en France. Donc, les points de vigilance à avoir quand vous partez au Portugal pour bénéficier de ce régime, c'est surtout qu'il faut être sûr de pouvoir en bénéficier, être sûr qu'on ne va pas être rattrapé par la France qui va vous dire non, vous êtes parti au Portugal, mais moi je considère qu'en fait vous êtes toujours résident fiscal français parce que, et donc je vous taxe toujours en France. Donc, il y a une convention fiscale entre la France et le Portugal qui définit un certain nombre de critères pour voir si vous êtes résident portugais ou résident français. C'est les critères de droite et ils sont successifs. Donc, dès lors qu'on remplit un des critères, on ne regarde pas ceux d'après. Le premier critère qu'on va regarder, c'est où est votre foyer d'habitation permanent. Par exemple, si vous partez au Portugal et vous cédez tous vos biens en France, vous n'avez plus aucun pied-à-terre en France, vous avez une résidence principale au Portugal et plus aucun pied-à-terre en France, de fait, vous n'avez pas de foyer d'habitation en France, donc de fait, vous allez être résident fiscal portugais et il n'y a pas d'autres questions à se poser. Maintenant, si vous gardez un pied-à-terre en France, c'est un endroit dans lequel vous pouvez aller à votre convenance. Donc, ce n'est pas forcément un appartement dont vous êtes propriétaire. Ça peut être un appartement que vous louez, mais vous pouvez y aller quand vous voulez. Ça peut être une résidence secondaire. Là, potentiellement, vous avez encore un foyer d'habitation en France. Donc, on va regarder le deuxième critère qui est où est le centre de vos intérêts vitaux. Donc, le centre de vos intérêts vitaux, c'est où est votre famille, où sont scolarisés vos enfants, de quel endroit vous tirez la majorité de vos revenus, où est située la majorité de votre patrimoine. Et donc là, il y a une interprétation qui va faire que vous pouvez être ou résident fiscal français ou résident fiscal portugais. Donc, en gros, le plus simple, si on va être sûr de ne pas avoir de problème, c'est de ne pas garder de pied-à-terre en France. Et sinon, il y a une réflexion à avoir sur vos sources de revenus, votre activité, si vous avez des enfants ou vos enfants sont scolarisés, pour être sûr d'être considéré comme résident fiscal portugais et pas comme résident fiscal français. En matière de succession, c'est pareil. Donc, comme je disais, il n'y a pas de droit de succession au Portugal. Mais d'abord, tous les biens, donc si vous êtes résident fiscal portugais, tous les biens que vous avez en France, que ce soit des biens immobiliers, des comptes courants, etc., restent taxés au droit de succession en France, donc au barème classique. Il n'y a pas d'exonération particulière, c'est un barème progressif, mais barème classique. Ensuite, si vous avez des héritiers qui sont en France, vos héritiers seront taxés, qui sont résidents fiscaux français, vos héritiers seront taxés en France sur l'ensemble de votre patrimoine mondial. Donc si vous avez du patrimoine, si vous gardez du patrimoine en France, d'une part, et si vous avez des héritiers en France, d'autre part, il n'y a pas du tout d'exonération de droit de succession. C'est comme si finalement vous étiez encore résident fiscaux français. Et donc, il y a une réflexion à mener en termes d'optimisation des successions en amont. Donc, il y a pas mal de choses à faire en amont. On peut faire des donations, on peut monter des sociétés avec des systèmes d'apport au compte courant. L'assurance vie offre un certain nombre d'avantages non négligeables en matière de transmission. On peut faire, par exemple, des investissements en forêt. Enfin, on peut faire des donations en démembrement de propriété. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place en France et le fait d'être résident portugais ne dispense pas de mener cette réflexion, surtout si on a des héritiers en France ou si on souhaite garder un patrimoine immobilier en France. Enfin, d'un point de vue, on a parlé pas mal du point de vue fiscal, mais il y a aussi des enjeux d'un point de vue civil. C'est-à-dire que si vous êtes portugais, que vous venez à décéder, se pose la question, ou à divorcer par exemple, se pose la question de quel régime matrimonial va s'appliquer.
quelle loi civile va s'appliquer en termes de réserve héréditaire. Est-ce que c'est la règle portugaise? Est-ce que c'est la règle française? Donc, dès lors qu'on s'expatrie, c'est important de voir un avocat fiscaliste, un notaire et de faire un testament pour définir la loi que vous souhaitez voir applicable. Est-ce que c'est la loi portugaise? Est-ce que c'est la loi française? Voilà, c'est important de s'intéresser aussi aux enjeux civils. Et enfin, pour les chefs d'entreprise qui s'expatrient, il peut y avoir une problématique d'exit tax. L'autre question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il advient de la sécurité sociale? Est-ce que si je m'expatrie, je reste affilié à la sécurité sociale française ou non? Donc, quand c'est des retraités français qui partent au Portugal, ils restent affiliés à la sécurité sociale française. Il n'y a pas de question. C'est la sécurité sociale française qui prend en charge tout. Par contre, dès lors qu'on part au Portugal en tant qu'actif, donc si on va poursuivre une activité au Portugal, alors on relève du régime d'assurance maladie portugais et on n'a plus de lien avec le régime français. Dans ce cas-là, si on souhaite maintenir des droits vis-à-vis du régime français, il y a une possibilité de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. C'est une espèce d'assurance qui permet de préserver les droits à la retraite et une certaine couverture. Maintenant, ça a un coût, donc il faut faire des études au cas par cas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les enjeux de l'expatriation et les avantages du système résident non habituel. Donc de ça découle une réflexion à avoir sur l'organisation de son patrimoine. Donc la première question qu'on se pose en général, c'est qu'est-ce qu'on fait des biens immobiliers qu'on détient en France? Donc comme je disais, les biens immobiliers que vous conservez en France, d'abord, il faut éviter l'histoire du pied-à-terre d'un point de vue risque de double imposition. Ensuite, les biens français restent imposables en France. Donc, vos revenus fonciers de biens locatifs ils vont être moins importants qu'avant. L'IFI, il va continuer de s'appliquer sur vos biens français. Si vous aviez une résidence principale, vous aviez une décote de 30% de la valeur dans le calcul de l'assiette IFI. Ce n'est plus votre résidence principale, donc la valeur des biens à déclarer à l'IFI augmente, donc votre IFI augmente. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez avoir une majoration de la taxe foncière de l'ordre de 40% sur les résidences secondaires. Donc, vous allez avoir un coût constant, voire augmenté, sauf pour les revenus fonciers. Vous savez qu'en France, quand on vend sa résidence principale, on est exonéré d'impôt sur la plus-value. Cette exonération, elle est encore valable pendant 1 an après votre expatriation. Donc, si vous partez au Portugal et que vous voulez vendre votre résidence principale, si vous le faites dans l'année qui suit votre expatriation, vous aurez toujours cette exonération d'impôt sur la plus-value. Ce n'est pas non plus la peine de vendre en urgence, vous avez un peu de temps. Et cette exonération, du coup, on l'a pendant 1 an, mais on la perd aussi après 1 an. En tant que non-résident, on a un avantage que les résidents français n'ont pas, c'est qu'on peut vendre, au-delà de la résidence principale, on peut aussi vendre un second bien, peu importe lequel, avec un abattement spécifique de 150 000 € sur la plus-value, sur la première vente immobilière en résidence principale. Donc, vous avez des avantages à vendre vos biens immobiliers en tant que non-résident. Pour moi, la question de la conservation d'un bien immobilier, d'un point de vue purement financier, elle doit se poser en termes de rentabilité pure. Donc, si vous avez des biens locatifs, regardez la rentabilité nette d'impôt et voir finalement est-ce que c'est intéressant par rapport à d'autres placements financiers qu'on peut faire. Finalement, il y a beaucoup d'affect souvent dans ces sujets immobiliers. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de l'expatriation, ce qui est important, c'est de ne pas garder de pied-à-terre en termes de biens à disposition. Ou alors, si vous gardez un pied-à-terre, il faut être à l'aise avec le centre des intérêts économiques et vitaux, donc avoir votre patrimoine hors de France, vos revenus hors de France. Et d'un point de vue purement patrimonial, c'est sûr que pour se développer un patrimoine, l'effet de levier du crédit, on peut l'avoir quasiment que sur l'immobilier. Donc, l'immobilier est un vecteur efficace de développement patrimonial, mais quand on vieillit, quand on arrive en phase de rente, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment la solution la plus rentable et la moins contraignante. En termes de placement financier, donc quand vous partez au Portugal, sur le principe, vous pouvez conserver l'ensemble de vos placements en France. Il y a seulement les livrets de développement durable et livrets d'épargne populaire, ce type de livret que vous êtes obligé de clôturer. Mais tous les autres types de placements, les comptes titres, les PEA, les SCPI, les fonds de private equity, etc., vous pouvez les conserver. Il n'y a rien qui vous oblige de les céder.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan épargne-action, il va devenir inefficace. Le principe du plan épargne-action, c'est que vous détenez des actions dans une enveloppe. Il n'y a aucune fiscalité tant que vous ne sortez pas de cette enveloppe. Vous pouvez acheter, vendre des titres, matérialiser des plus-values. Vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value tant que vous ne retirez pas l'argent du PEA. Ça va plus être vrai au Portugal, parce que en fait, que vos titres soient dans un PEA ou sur un compte titre, la plus-value, elle va être imposable au Portugal au taux de 28%, donc le PEA devient inefficace. Pour ceux qui ne sont pas très loin de la retraite, il y a des stratégies et qui sont encore en France, qui ont des revenus en France, qui projettent de s'expatrier dans 3-4 ans et qui vont être retraités. Il y a des stratégies intéressantes à mettre en place avec les plans épargne-retraite. Le plan épargne-retraite, pour faire simple, c'est un outil qui permet d'optimiser ses fiscalités en France. Les sommes qu'on verse sur un plan épargne-retraite sont déductibles de ses revenus. Donc, par exemple, quelqu'un qui est imposé à une tranche à 41% en France, si vous versez 10 000 euros sur un plan épargne-retraite, vous économisez 4 100 euros d'impôt l'année du versement. Et le principe en France, c'est qu'il y a une économie d'impôt l'année où on verse. Par contre, quand on est à la retraite, qu'on ressort cet argent, on va être imposé on va être imposé l'année du retrait à l'impôt sur le revenu qu'on a l'année du retrait. Si vous faites le versement avant de partir au Portugal, vous allez avoir une réduction d'impôt. Vous devenez non-résident portugais, vous développez cet argent, vous débloquez cet argent, c'est un revenu de source étrangère vis-à-vis du Portugal. Donc, ça ne va pas être taxé en France et pas être taxé au Portugal. Donc en gros, là où un résident fiscal français, il verse, il a une réduction d'impôt et quand il ressort à la retraite, il est taxé. Si vous versez en tant que résident fiscal français, vous avez une réduction d'impôt importante l'année du versement. Vous partez au Portugal, vous pouvez débloquer au Portugal. Au moment du déblocage, vous n'aurez pas d'impôt. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui sont dans cette situation. Enfin, tout ce qui est contrat d'assurance vie, eh bien, c'est reconnu au Portugal, donc il n'y a pas de problème à conserver. Enfin, sur le principe, il n'y a pas de problème à conserver ces contrats d'assurance vie en France. Maintenant, quand on s'expatrie, l'enveloppe de placement qui est privilégiée généralement, c'est le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Alors, le contrat d'assurance vie, pour ceux qui connaissent, en fait, le problème avec l'assurance vie française, c'est que d'abord, par rapport aux critères des centres d'intérêt vitaux, si vous conservez des contrats d'assurance vie français, vous conservez un patrimoine en France. Donc, c'est un point parmi d'autres, mais c'est un point qu'on peut essayer d'éviter. Ensuite, donc c'est le point principal. Ensuite, quand on devient non-résident, quand vous allez vouloir faire des versements ou des retraits, ça va être hyper contraignant vis-à-vis de l'assureur qui va vous demander tout un tas de paperasse, de certificats CERFA, tamponnés, à donner, etc. Et ça peut vite devenir un enfer dans la gestion quotidienne de vos contrats. L'avantage du contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, c'est des contrats qui fonctionnent exactement de la même manière que les contrats français. L'assurance vie, pour rappel, c'est simplement une enveloppe de placement au sein de laquelle votre argent est disponible tout le temps. On peut faire des versements, des retraits quand on veut. Il n'y a aucune notion de blocage. Il n'y a aucune fiscalité sur les sommes, sur les gains, tant qu'on ne fait pas de retrait. Et quand on fait un retrait, il y a une fiscalité qui est dégressive avec le temps, en gros. Et l'autre gros avantage de l'assurance vie par rapport à la problématique succession, c'est que si vous avez des héritiers qui sont en France, transmettre des sommes par le biais de l'assurance vie, ça leur permet d'avoir 152 000 euros par bénéficiaire d'exonération de droits de succession en plus de tous les abattements classiques. Et au-delà de ça, c'est un taux d'imposition fixe de 20% jusqu'à 900 000 euros qui est plus avantageux que le barème classique. Donc, en gros, l'assurance vie, c'est une enveloppe flexible qui permet de bénéficier davantage d'une fiscalité favorable sur les gains lors de retrait et surtout qui permet de bénéficier d'une fiscalité favorable en termes de transmission si on a des héritiers en France. Donc, le contrat luxembourgeois fonctionne de la même manière, simplement il est basé au Luxembourg et donc il bénéficie d'un environnement juridique qui est très sécurisant. C'est l'environnement le plus sécurisant en Europe, c'est plus sécurisé que la Suisse. Ces contrats ils bénéficient d'un triptyque de sécurité en fait, qui permet quasiment d'échapper à tout risque de perte lors d'une crise systémique. Donc, par exemple, en France, quand vous avez un contrat d'assurance vie, votre argent il est logé dans les comptes de l'assureur. Donc, vous avez une créance vis-à-vis de l'assureur et si l'assureur fait faillite, si AXA fait faillite, si Generali fait faillite, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent.
Au Portugal, votre argent, c'est pas ce système-là. Votre argent, il est dans une banque séparée de l'assureur sur des comptes ségrégés. Donc, si l'assureur fait faillite, il n'y a pas de sujet. Votre argent est toujours là. Il y a une autorité d'État qui est le commissaire aux assurances qui contrôle et les banques dépositaires et les assureurs régulièrement. Et au moindre problème, ils peuvent prendre des mesures pour bloquer les flux et préserver votre argent. Et puis, il y a un système de créanciers prioritaires, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas d'une catastrophe totale où l'assureur disparaîtrait, la banque disparaîtrait, où quand il y a de l'argent à récupérer, vous êtes le premier à récupérer votre argent, là où en France, si votre assureur fait faillite, vous récupérez votre argent après l'État, après les salariés de l'assureur, après tout un tas de créanciers, qui fait que ce n'est pas un système de sécurité idéal. Enfin, il y a un système en France qui est la loi Sapin 2, qui a été prise sous le gouvernement Hollande, qui permet au gouvernement de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance vie en cas de crise systémique. Donc, c'est quelque chose auquel on échappe sur les contrats d'assurance vie français, du luxembourgeois. Donc, pour nous, dans le cas d'une expatriation, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est vraiment un outil de placement à privilégier pour ces liquidités. Pour la sécurité, pour le fait de loger son patrimoine hors de France et pour la fiscalité favorable en termes de retrait et en termes de transmission. Et à l'intérieur de cette enveloppe, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on peut confier des mandats de gestion à des sociétés de renom, à des banques privées, type Lazare Rothschild, à des sociétés de gestion indépendantes. On peut avoir des titres en direct, on peut faire du private equity, on peut loger des fonds immobiliers. Il y a un univers des possibles qui est très, très large. Donc, ça permet de faire des placements vraiment en adéquation avec son profil de risque. Donc, voilà ce que je voulais dire. Enfin, un petit mot sur l'aspect financement pour ceux qui veulent partir au Portugal et acquérir leur résidence principale, par exemple, ou faire un investissement locatif. Le fait d'être résident fiscal français au moment où vous faites ces démarches est un gros avantage. Au Portugal, les crédits sont plus chers qu'en France. Souvent, c'est des taux variables. Souvent, il faut un apport assez conséquent. On vous demande 50-60% d'apport lorsque vous voulez acheter un bien. En France, on ne connaît pas ça. Aujourd'hui, on a un petit apport à faire. On a des taux fixes. On peut emprunter sur 25 ans. Certes, les taux ont augmenté, mais c'est des taux fixes et c'est assez raisonnable. Depuis la France, vous pouvez emprunter en France auprès de banques de banques portugaises qui ont des filiales en France à des conditions identiques à l'achat d'un bien que vous feriez en France. Donc, on peut acheter sa résidence principale au Portugal, faire un investissement locatif au Portugal en tant que résident fiscal français depuis la France, à des conditions d'emprunt similaires à celles que vous auriez pour un investissement en France. Dès lors que vous êtes résident fiscal portugais, que vous partez habiter au Portugal, vous n'avez plus accès à ces offres et là, vous êtes obligé de voir au Portugal vos financements. Et bien sûr, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, mais en France, on a quand même la chance d'avoir des conditions d'emprunt assez favorables. Donc voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez des questions sur certains sujets, je serais ravi d'y répondre.